Je pense qu'on va débuter tranquillement. Premièrement, vous souhaitez la bienvenue, en fait, pour votre intérêt à ce webinaire sur la place des fleurs de macadam. Premièrement, juste avant de débuter, vous remarquerez que la séance est enregistrée dans le but de la rendre disponible sur la chaîne YouTube de l'arrondissement par la suite. C'est pourquoi nous avons désactivé automatiquement les caméras par souci des gens qui sont peut-être un peu moins à l'aise d'être filmés. Les micros aussi sont désactivés pour le moment. Par la suite, quand on va être rendu à la période des questions, on pourra donner accès aussi au micro pour que vous puissiez poser vos questions ou nous partager vos commentaires. Pour l'instant, donc, juste pour faciliter la tenue de la séance, on les a désactivés. Je me présente, je suis agent de recherche pour la division de l'aménagement écologique du paysage de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Mon nom est Lina Giraldo. C'est ma division qui a géré la planification et la réalisation du projet de la place des fleurs de macadam. J'ai entre autres aussi le mandat d'assurer le suivi du monitorage de la place et coordonner, mettre en œuvre différentes actions en lien avec les rayonnements du projet et la sensibilisation justement du public face à ces nouveaux aménagements et ces nouvelles pratiques de gestion de l'eau. Ce webinaire a été conçu en collaboration avec le comité ZIP Jacques Cartier, dont Margot Dubé, qui est ici présente, qui sera la présentatrice de la séance. Et nous avons aussi collaboré avec le service de l'eau, pas juste pour la conception, mais aussi pour la réalisation de ce webinaire. Donc, les détails techniques, je les ai déjà mentionnés, les micros fermés par défaut. Puis aussi, si vous voulez poser vos questions dans le chat, c'est la bienvenue. Mais sinon, il y a aussi l'option questions-réponses en bas à droite de votre écran. Il y a le icône activité. Quand vous cliquez dessus, il va y avoir l'option des questions. Donc, vous pouvez poser vos questions directement. On va y répondre une à la fin, durant la période des questions. Sinon, vous pouvez aussi lever la main et utiliser le micro un peu plus tard dans la séance. Sans plus tarder, je vous laisse avec Margot Dubé pour ce webinaire. Merci beaucoup. Bonsoir, j'espère que vous m'entendez bien. Merci d'être présent ce soir pour ce webinaire sur la présentation de la place des fleurs de macadam, mais plus sur les espaces de gestion pour les eaux pluviales, dont celui du plateau Mont-Royal. Donc, c'est ça, je suis Margot Dubé, coordonnatrice de projet au comité ZIP Jacques Cartier, et c'est moi qui va m'occuper de cette présentation. Alors, c'est ça. Je vais juste activer mon pointeur pour que pendant la présentation, vous puissiez suivre les mouvements de ce dont je parle et vous remettre à l'écran. Donc, c'est parti. Donc, voilà. Donc, pour commencer, je vais vous présenter le déroulement de cette séance assez simple. On va commencer par une courte introduction, puis une mise en contexte sur la raison d'être du projet, et ensuite le cas particulier de la place des fleurs de macadam avec son objectif et sa temporalité, la conception et la construction du projet, son fonctionnement, comment se passe l'entretien, puis les services rendus par ce nouvel espace. Et on terminera, comme a pu le dire Lina, par une courte période de questions à la fin de la séance. Donc, petite introduction. Pour commencer, je voulais vous présenter mon organisme. Donc, le comité ZIP Jacques Cartier, c'est ZIP pour Zone d'intervention prioritaire. C'est un organisme à but non lucratif en environnement qui a été fondé en 1996 et qui fait partie d'un groupe de 12 autres comités ZIP issus du plan d'action Saint-Laurent. Donc, c'est 12 comités qui sont tout le long du fleuve Saint-Laurent et dont la mission est vraiment sa protection. Donc, dans le cadre de notre organisme, on fait divers projets, donc des installations de nichoirs pour des hirondelles, plantation en bande riveraine ou lutte contre l'érosion, mais aussi pêche en herbe et autres. Donc, l'objectif de ces webinaires, c'est vraiment de vous faire découvrir le nouvel aménagement qui est la place des fleurs de macadam, en vous partageant les fondements de la gestion intégrée et durable des eaux pluviales. Donc, pour ceci, je vais commencer avec une courte mise en contexte. Donc, il faut savoir qu'on a un enjeu majeur dans de nombreuses villes, dont Montréal. On observe deux phénomènes combinés.
Premièrement, on peut voir une augmentation de l'intensité et de la fréquence des événements pluvieux. Donc, on va avoir, en fait, comme on peut voir ici, plus de pluie et de manière plus intense. Et cette pluie cette pluie va être accentuée, en fait, par le phénomène des changements climatiques. D'ailleurs, le consortium de recherche québécois Ouranos a fait état de ces faits pour Montréal. Donc, en d'autres termes, c'est une hausse des indices des précipitations abondantes et extrêmes et une augmentation de la quantité maximale annuelle des précipitations. Le problème, c'est que Montréal n'est pas suffisamment adapté pour supporter ces changements. En effet, on a 2 points à la ville de Montréal. On a d'abord énormément de zones imperméables, c'est-à-dire des stationnements, des routes, des trottoirs et autres terrains asphaltés qui empêchent une bonne infiltration de l'eau quand elle tombe. Puis, on a surtout un système d'égout qui n'a pas été conçu à l'époque pour gérer les pluies intenses des dernières années. Il faut savoir que la majorité du territoire de l'île de Montréal, c'est desservi par un réseau d'égouts dits unitaires, donc qui combine à la fois les eaux pluviales et les eaux domestiques. Et toutes ces eaux se rendent par 2 gros intercepteurs qu'on peut voir sur ce schéma, intercepteur nord et intercepteur sud-est, à la même station d'épuration, la station d'épuration Jean-R. Marcotte, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. La seule affaire, c'est que la station d'épuration a une capacité maximale qui avait été établie à l'époque avant de connaître les précipitations à venir pour la ville de Montréal et elle est de maximum 7,5 millions de mètres cubes par temps de pluie. Et malheureusement, ce n'est pas suffisant pour les pluies intenses qui sont prévues selon les projections climatiques. Et en raison de cela, ça pourra diviser par 2 la capacité de gestion des eaux de la ville de Montréal. Donc, c'est vraiment un gros problème et ça a 2 grosses conséquences. On va d'abord avoir des problèmes de surverse, c'est assez connu quand même, c'est-à-dire on a des rejets d'eau usée non traités qui vont aller soit au fleuve Saint-Laurent, soit à la rivière des Prairies, et ça va menacer la santé des écosystèmes. C'est à peu près l'équivalent de 1200 piscines olympiques par an qui sont rejetées. On peut voir en fait sur le schéma ici en bas, tous les petits points rouges, c'est des zones potentielles de surverse. Ici, c'est le fleuve Saint-Laurent, puis de l'autre bord, la rivière des Prairies. Donc ça, c'est la première grosse conséquence. La deuxième, c'est les risques d'inondation par accumulation d'eau en surface qui vont alors menacer à la fois les infrastructures, le fonctionnement des services comme les pompiers, les ambulanciers, la police, etc., ainsi que la sécurité des résidents. D'ailleurs, on a une autre image ici à gauche où on peut voir en bleu, c'est les endroits où l'eau peut s'accumuler et elle peut s'accumuler dans les points les plus bas et devenir vraiment problématique. Ici, c'est par exemple un exemple avec une entrée d'hôpital. Donc, on a ces 2 enjeux majeurs. Et c'est pourquoi il y a vraiment un besoin d'agir urgent. Il faut nous changer notre façon de gérer, de voir la gestion de l'eau en milieu urbain. Il nous faut changer notre paradigme, en fait, c'est le terme approprié. Et c'est l'adoption d'une approche basée sur la gestion intégrée et durable des eaux pluviales qui pourrait permettre de gérer, en fait, ces phénomènes météorologiques extrêmes. Quand je parle de gestion intégrée et durable pour les eaux pluviales, en fait, c'est une vision où on veut que l'eau ne soit plus vue comme une nuisance, mais plutôt comme une ressource. On veut que l'eau soit conservée plutôt qu'évacuée quand elle tombe à un endroit précis. On veut aussi donc favoriser son infiltration. Puis on veut aussi la célébrer en la rendant visible par des installations bien intégrées dans le paysage, mais surtout en surface et non sous le sol comme on a plus fait jusqu'à présent. Donc là, on peut voir sur ce dessin plusieurs installations possibles pour faire une gestion intégrée et durable des eaux pluviales. Elles peuvent être combinées. On peut voir, ça va être en détail, mais par exemple, chez vous, vous pouvez faire un débranchement de gouttière pour que l'eau ne se rende pas dans le système. Vous pouvez ajouter un baril de récupération d'eau de pluie. On peut installer des stationnements avec pavage poreux, faire des jardins de pluie, etc.
Tantôt, j'ai parlé de 2 aménagements plus précis, mais ça, c'est une liste non exhaustive de ce qui existe à ce jour. Donc, ce besoin d'agir vraiment urgent pour la gestion des eaux de pluie, c'est un point qui, en fait, s'intègre parfaitement dans la vision et les orientations de Montréal, notamment dans 3 plans d'action. On a, par exemple, le plan stratégique Montréal 2030, puis on a le plan climat 2020-2030 et enfin le plan archipel. En ce qui concerne le plan archipel, il y a même une action précise qui parle de cela, je vais vous la citer. Donc, c'est de proposer des mesures visant à réduire l'impact des rejets urbains d'eau usée non traitée et pluviale dans les cours d'eau de l'archipel, et ce, avec des aménagements de surface et des infrastructures qui favorisent infiltration, rétention et traitement des eaux à gérer en temps de pluie. Donc, par la création de ce nouvel espace qui est la place des fleurs de macadam, on s'inscrit vraiment dans l'action du plan archipel. Donc, ça, c'était pour la courte mise en contexte sur la raison d'être à la base du projet. Mais là, je vais aussi vous parler sur quels étaient d'abord l'objectif de l'arrondissement du Plateau Mont-Royal avec ce projet. Donc, pour commencer, l'arrondissement du Plateau Mont-Royal voulait créer un nouveau parc résilient dans son arrondissement afin de remédier aux problèmes de surverse, de refoulement et d'inondation causés par les fortes pluies. Quand on parle de parc résilient, on va parler d'un aménagement souvent de loisirs, multifonctionnel, qui peut agir comme espace de rétention, donc qui peut accumuler pour de courtes périodes des eaux de pluie exceptionnelles d'un secteur, puis réduire, donc comme je dis, les problèmes d'inondation urbaine et de refoulement chez les citoyens riverains. On voit dans l'image ici à gauche, en vert, en fait, c'est une zone qui a été libérée pour créer une zone de rétention, puis tout ce qui est en bleu, qui serait l'eau qui s'accumule dans la rue, irait vers cette zone et permettrait donc de garder le bon fonctionnement des services et la sécurité des citoyens. Donc, en plus d'avoir choisi de créer un parc résilient, c'est vraiment le concept de Water Square ou place d'eau, place résiliente qui a été choisi. Donc, ça se répète un peu, mais là, c'est vraiment une place qui va être animée au fil des intempéries. Donc, encore une fois, on va libérer un espace public pour retenir temporairement les eaux de surface, dont la pluie. Puis, en temps sec, l'espace va servir d'aire de jeu, de sport, de détente. Et en cas de forte pluie, il va permettre de retenir les eaux en surplus. Le fonctionnement de ces water squares ou places d'eau va vraiment différer selon les aménagements choisis. Par exemple, en bas à droite ici, c'est un des projets les plus connus à date au monde, qui s'appelle le Water Square de Bentham-Plain à Rotterdam aux Pays-Bas, où ici on a vraiment eu un focus plus sur le fait de rassembler les populations du quartier avec des espaces de loisirs. Donc, on a une cour de basketball avec un amphithéâtre qui, donc, quand il est sec, permet de jouer et quand il pleut, retient une grande quantité d'eau. Un deuxième projet intéressant, c'est celui du parc Pierre Dansereau dans l'arrondissement d'Outremille, pas loin du campus 1000, où là, on a eu en fait la création d'une zone de jeu libre, végétalisée et inondable. Donc ça, c'est pour ce qui est plus du niveau définition de la place des fleurs de macadam. Maintenant, je voudrais vous expliquer un peu plus la temporalité du projet. Donc, ce projet a été possible grâce au tout départ en 2017 à l'acquisition en fait de la station-service de la famille Ferland située sur l'avenue Mont-Royal entre les rues Boyer et Mentana. Donc, par l'achat de ce terrain, on a pu démarrer tout le projet. À la suite de l'achat, donc, de 2018 à 2020, on a eu un enchaînement de 4 aménagements temporaires et on a pu voir qu'il y avait vraiment une envie d'avoir un espace rassembleur avec la fréquentation de l'espace. Entre-temps, en 2019, la place a été renommée Place des Fleurs de Macadam en hommage à une chanson de Monsieur Jean-Pierre Ferland. Puis, en 2019 aussi, jusqu'à 2020, on a eu une étude de faisabilité afin de déterminer si cet espace pouvait devenir en fait une place résiliente pour la gestion des eaux de pluie. Et l'étude s'est avérée positive, donc ça a permis de lancer des appels d'offres pour la construction du projet. Et ce sont 2 firmes qui ont été sélectionnées.
les firmes NIP Paysage et les services EXP qui ont donc conçu et construit ce projet de 2020 jusqu'à cette année, 2022. Et finalement, en 2022, la place a pu être inaugurée au mois d'août avec la famille Ferland, le maire de l'arrondissement, des employés qui ont travaillé sur le projet à l'arrondissement et aussi mon organisme. Donc ça, c'était plus pour un contexte assez général de la place. Maintenant, on va rentrer dans la conception et la construction du projet. Donc, en ce qui concerne ce volet, ce qui est très intéressant, c'est le choix des aménagements qui a été fait pour la place. Donc, on a 4 grands types d'aménagements, dont 2 qui vont vraiment avoir un lien direct avec la gestion des eaux pluviales. Donc, d'abord, je vais juste vous parler rapidement de ce que j'appelle les installations à rôle complémentaire. Donc, on a des arbres en caisson dont plusieurs étaient déjà présents à la place et qu'on a conservés. Puis, on a aussi 3 butons, c'est comme des petites buttes de terre végétalisées au nord de la place, qui ont un rôle aussi complémentaire, mais pas un lien direct avec la gestion des eaux de pluie. Au niveau de la gestion des eaux de pluie, c'est vraiment donc, notre zone de rétention minérale ici présente qui va avoir un rôle direct et au sud de la place, des cellules de biorétention. Ces 2 aménagements vont jouer un rôle dans la rétention des eaux de ruissellement et l'infiltration des eaux de ruissellement de la place. Et je vais vous en parler plus en détail tout de suite. Donc, pour commencer, la zone de rétention minéralisée donc, qui se situe au centre de la place. Donc, c'est à la fois un espace pour la gestion des eaux pluviales, mais aussi pour le divertissement. Elle se caractérise par 3 grandes catégories. On va d'abord avoir cette surface bétonnée qu'on peut voir ici, recouverte de motifs de plantes, comme on peut avoir par exemple sur la place des pissenlits, des verges d'or, du grand plantain et quelques trèfles et autres espèces. Donc, ça a vraiment un joli aspect, puis ça nous rappelle le nom fleur de macadam. Ensuite, par-dessus, au centre de cet espace bétonné, on a ce qu'on appelle notre îlot central qui est composé de grosses pierres de rivière et qui est délimité par une bordure en granit avec quelques paroles de la chanson des fleurs de macadam de Jean-Pierre Ferland. Ces grosses pierres de rivière contiennent d'ailleurs pour quelques-unes au centre des brumisateurs dont je vais parler un peu plus tard, mais on peut voir déjà sur cette image la brune. Et ensuite, au niveau de cet espace, ce qui est vraiment intéressant, c'est la manière dont ça a été construit, c'est-à-dire avec une pente douce, vraiment une pente très, très douce pour que ça soit toujours accessible à toute personne. Et cette légère pente, c'est ce qui permet que l'eau s'écoule vraiment au centre de l'espace de rétention, où elle va pouvoir rester et à un moment donné s'écouler vers un puisard qui est au milieu. Donc ça, c'est pour ce qui est de la zone de rétention minéralisée. Ensuite, pour compléter cette installation, on a des cellules de biorétention. Mais avant de vous parler du cas des cellules de la place, je voulais parler du processus de biorétention qui n'est pas forcément connu de tous. Donc, la biorétention, c'est un procédé qui va utiliser à la fois les propriétés des sols et des végétaux pour retenir et filtrer les eaux de ruissellement. Et on a en fait comme forme d'application les cellules de biorétention qui sont aussi des fois appelées jardins de pluie. Dans le cas de ces jardins de pluie, cellules de biorétention, on va avoir, comme on peut voir ici, une petite dépression dans laquelle on va planter une végétation particulière et où l'eau va pouvoir s'écouler. Une fois que l'eau va arriver dans la cellule, elle va être filtrée et retenue selon divers processus naturels, puis après s'infiltrer dans le sol et éventuellement rejoindre une nappe d'eau souterraine. Mais en fait, l'efficacité de ces installations va vraiment dépendre du choix de chaque élément qu'on va prendre pour la construire. Et c'est pour ça que je voulais vous expliquer avant de vous présenter les éléments qui ont été choisis dans le cas des cellules de la place. Donc, à la place, on a comme 4 grandes catégories d'éléments. Je vais commencer en fait par le sous-sol, par en bas. Donc, on a choisi un sol qui permet d'avoir un bon taux d'infiltration de l'eau et une forte élimination des polluants qui peuvent être parfois amenés par les eaux de pluie en ville, ainsi que des conditions fertiles pour la végétation. Donc, ça correspond en fait à du sable fin et par-dessus, on a ajouté
du terreau, puis du paillis de bois. Ensuite, par-dessus notre sol, on a ajouté également des galets de rivière qui ont un rôle de filtration encore et surtout de limiter l'érosion qui peut arriver quand on a beaucoup d'eau qui arrive dans une zone à la fois. Et à travers ces galets et ce sol, on a notre végétation particulière qui en fait va être tolérante aux fortes variations des taux d'humidité parce que parfois ça va être en période sèche comme en été et parfois en période inondée. Mais en plus d'être tolérante à ces fortes variations d'humidité, notre végétation doit aussi être tolérante au chlorure qui est présente dans le sac de déglaçage utilisé en hiver pour le déneigement. Et finalement, en fait, je ne vais pas forcément pointer, mais ici, on peut voir aux entrées, au niveau des trottoirs, ce que j'appelle des trappes à sédiments ou caniveaux qui vont permettre de limiter l'apport de déchets dans la cellule de biorétention et donc de aussi permettre une meilleure efficacité de la zone en permettant que l'eau circule mieux. Donc, c'est ça, on a vraiment ici, on peut voir les galets au par-dessus notre sol avec notre végétation et nos trappes ici. Puis, dans le cas du projet des fleurs de macadam, ça a été évalué que ce n'était pas nécessaire de mettre une membrane en dessous des cellules. C'est assez commun d'habitude. La raison, c'est que quand le terrain a été racheté en 2017, il y a eu une désinfection du sol où il y avait la station-service sur au moins 5 mètres de profond, ce qui fait qu'on a 3 mètres de sable au moins qui est vraiment correct et ça permet donc de ne pas mettre de membrane et d'avoir un haut taux d'infiltration de l'eau vers la nappe phréatique, la nappe d'eau souterraine la plus proche. Donc ça, c'était pour les cellules de biorétention, mais je vais aussi vous montrer un peu plus de détails au niveau de la palette végétale des espèces qui ont été sélectionnées. Donc là, sur le petit schéma à gauche, en fait, c'est en bleu les cellules de biorétention avec la végétation. Donc, comme j'ai dit tantôt, c'était une végétation particulière pour sa résistance aux variations d'humidité et de chlorure, mais aussi c'est une végétation qui est indigène en majorité et qui reproduit l'esthétique végétale du Mont-Royal. On va alors retrouver des chênes agrofruits, du mélèze, du cornouiller ou encore des graminées et de l'iris. Donc, ça, c'est au niveau des plantes. Finalement, je vais oublier ça. Au niveau des cellules de biorétention, je dis qu'il y en a plusieurs, mais au final, après la construction du projet, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait qu'une seule. Et ça, c'est parce que pendant le projet, ils ont eu l'idée d'ajouter des petits ponts ici, comme on peut voir, et ici, au sud de la place, qui permet vraiment qu'on ait une circulation vraiment grande de l'eau au travers de la cellule. On peut voir ici le petit trait bleu, là, avec les pointillés, c'est quand ça passe en dessous. Donc, ça permet vraiment d'avoir une infiltration maximale de l'eau des eaux pluviales et d'avoir une capacité vraiment plus grande de gestion des eaux de pluie. On voit d'ailleurs à droite ici sur l'image un exemple de la place en temps de pluie. Donc maintenant, voici quelques photos qui ont été prises au courant des travaux cette année. Donc ici, en haut à gauche, en fait, on a nos grosses pierres de rivière avec au centre des tubes de métal qui, en fait, ont servi à construire ce qui est en bas à gauche, les brunisateurs qui permettent de faire de la brune en été. Au centre, on a des images de construction assez générale du projet. Là, on est en dessous, avant qu'il y ait la dalle de béton, et au-dessus de la cellule, là où il y aura la cellule de biorétention. On est en train de recouvrir des drains. Je vous parlerai plus tard des drains. Et c'est un état plus avancé, l'image du dessous. Puis enfin, à gauche, les deux images, c'est quand il y a eu la plantation des espèces indigènes à la place. Donc ça, c'est ce qui conclut la partie conception et construction du projet. Maintenant, on va rentrer dans la partie de fonctionnement de la place. Donc, il y a 3 scénarios qui vont vous être présentés, qui sont les scénarios les plus probables. On va commencer par le premier scénario, qui est en fait l'absence de pluie. Donc, en cas d'absence de pluie à la place, on va avoir une place qui demeure sèche et ça va permettre d'avoir un espace de socialisation complet, de loisirs, de détente pour tous. Puis, en plus de ça, lors des chaudes journées, on va pouvoir profiter des bruines qui émanent des grosses pierres de rivière au centre de la place. Donc, ici, on peut voir encore une fois les pierres avec la bruine. Ces cycles, en fait, cette brune, elle fonctionne selon des cycles de 10 minutes de jet qui vont s'activer aux 5 minutes
mais à 2 conditions. D'abord, il faut qu'il fasse plus de 10 degrés, mais surtout, il faut qu'il ne pleuve pas. En cas de pluie, le système s'arrête et on n'a pas de gaspillage d'eau, il n'y a pas d'inquiétude. Donc ça, c'est le premier scénario possible. Deuxième scénario, c'est lors d'une pluie qui est dite faible à modérée, donc c'est vraiment une petite pluie fine où on a moins de 7 mm d'eau par heure. Dans ce cas-là, l'eau qui provient de la place et des rues adjacentes va s'écouler vers l'îlot central, la zone de rétention en fait ici, grâce à l'effet de pente de la place et s'accumuler en surface. D'ailleurs, au niveau de cette zone centrale, il y a des lignes un peu moins épaisses que la bordure de granit qui permettent de connaître la profondeur de l'eau accumulée. Et c'est une certaine manière de protéger aussi les usagers pour voir qu'il y a de l'eau accumulée et que ça peut être un peu dangereux. Mais en général, non. Et cette eau qui va se rendre au centre va être retenue pour une période qui varie de 24 à 48 heures. Mais en réalité, quand c'est des petites pluies, c'est plutôt de l'ordre de quelques heures. Et une fois que l'eau va être rendue au centre de la place, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un puisard au milieu qui va d'abord réduire le débit de l'eau, puis ensuite la faire s'acheminer par des drains percés jusqu'aux cellules de biorétention au sud de la place, où l'eau va ensuite pouvoir s'infiltrer tranquillement. Donc ça, c'est ce qui se passe quand on a une pluie faible à modérée. Maintenant, troisième et dernier scénario, c'est une pluie intense, une pluie forte, plus de 8 mm d'eau par heure. C'est vraiment une pluie exceptionnelle, même si on a pu observer ce genre de pluie au mois de juin, mais aussi au mois de septembre. Donc, dans ce cas-là, les cellules de biorétention ont vraiment un rôle autant important que la zone centrale, que notre zone de rétention. Elles vont capter tout l'excédent d'eau qui ruisselle depuis la place ou directement de la chaussée. Puis, si ça, ce n'est toujours pas suffisant, l'eau en surplus va être, cette fois-ci, par un puisard présent dans les cellules de biorétention, acheminée à petit débit vers les égouts. Mais c'est vraiment le dernier recours et c'est pour qu'on assure la sécurité des usagers. Donc, normalement, la capacité maximale de la place, aujourd'hui, c'est de 300 mm d'eau, 30 cm de hauteur. Ça correspond à des pluies de récurrence 1 à 100 ans, c'est-à-dire des pluies assez exceptionnelles qui se reproduisent pas souvent. Donc, voilà. C'est bon. Maintenant, oui, je voulais vous montrer donc, une vidéo de la place des fleurs de macadam en situation de forte pluie. Donc, c'est une vidéo Twitter qui a été faite par Jacques Nacousi en juin 2022 et qui a beaucoup circulé sur les réseaux en environnement. Lors de cette journée, il faut savoir qu'il y a eu vraiment près de 51 mm de précipitations en 6 heures. C'est vraiment beaucoup de précipitations. Donc là, je vais lancer le vidéo, puis je vais parler en même temps. Donc là, on entend la pluie là, qui est quand même assez forte. Puis, on se trouve donc à la place. On peut voir, donc là, on est sur un des petits ponts par-dessus la cellule de rétention. On peut voir toute l'eau qui rentre par le caniveau dans la cellule de biorétention depuis la chaussée, en fait. Et on voit aussi des galets au fond de l'eau. Donc là, c'est la végétation de la cellule. On a aussi l'aménagement immobilier urbain dont je parlerai pas, mais qui est là. Et au centre, un peu flou, mais là, on a en fait notre zone de rétention minéralisée avec les deux pierres de désert. Nos pierres sont actuellement sous l'eau. Donc, cette zone vraiment fait vraiment son rôle d'accumuler l'eau forte qui arrive temporairement. Là, on est encore au sud de la place. C'est encore une fois la zone de la cellule de biorétention. On voit bien que l'eau vraiment circule partout dans la cellule et passe sous les petits ponts. Puis, on peut aussi voir qu'au fond, il y a des voitures qui circulent sans problème, mais nous, on pense que c'est pas mal grâce à la présence de la place. Ah, d'ailleurs, on voit encore les pierres ici. Mais c'est ça, c'est comme la place en fonctionnement lors d'une grosse pluie. Là, je vais remettre mon pointeur. Voilà. Puis, je vais aussi remettre ça un instant. Donc ça, c'était pour vous montrer un exemple donc de la pluie à la place des fleurs de macadam en conditions de forte pluie. Ah, excusez-moi. C'est pas ce que je voulais faire. Ah, c'est bon. Pardon. Donc là, ce sont des images qui ont été prises au courant de l'été
de cet été, en fait, avec, c'est pour ça qu'on va voir la place avec les jets de bruine en action, parce que c'est des photos prises pendant une belle journée. Donc, on va avoir là tout type de personnes qui vont profiter de l'espace. On va voir quelqu'un qui se promène avec son chien, des enfants qui jouent, des cyclistes qui se reposent, etc. Donc, c'est un exemple là, de la place en été du projet final. Ensuite, je vais vous parler donc plus de l'entretien qui a été développé et mis en place pour le cas particulier de la place des Fleurs de Macadam par les ateliers Hublot. Donc, dans le cas de la place pour l'entretien, c'est ce qu'on appelle la gestion différenciée qui a été choisie pour gérer. Donc, dans ce cas-là, en fait, c'est une façon plus innovante et plus respectueuse de la nature pour entretenir les espaces verts. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en début d'été, on a vu que beaucoup d'endroits où on avait l'habitude de voir que les pelouses sont tondues assez rapidement, beaucoup d'arrondissements ont attendu avant de le faire. Ça, c'est un exemple de gestion différenciée. Cette gestion, donc, elle va avoir des interventions humaines réduites au strict minimum. Donc, on va vraiment avoir le concept de moins égale plus. Et ça permet en fait de mieux préserver la biodiversité, mais aussi de réduire les dépenses liées à l'entretien. Dans le cas de la place, la méthode développée par les ateliers Hublot, en fait, c'est en 2 grands points. On a d'abord eu la création de zones particulières pour l'entretien avec des types de soins et une fréquence différente. Puis, on a eu aussi une adaptation en fonction des saisons. Je vais vous montrer avec des cartes pour les exemples, ça va être plus simple. Donc, la première carte à gauche, c'est au niveau de l'entretien, donc différencié, différent. Pardon. Puis, ça, c'est l'exemple pour la végétation. Donc, en fait, là, on a nos îlots de biorétention au sud, puis au nord, c'est les butons végétalisés. En jaune, c'est la zone où on va voir ce qu'on appelle un entretien moins soigné. Puis en vert, ce qu'on appelle un entretien plus soigné. La raison de différencier le type d'entretien, c'est que la végétation en bordure est plus en contact avec les actions humaines, donc nécessite plus d'attention. Donc, par exemple, on va avoir plus de désherbage, plus de replantation, car plus en contact avec les humains. Puis, la zone centrale va avoir un peu moins donc de nécessité de désherbage ou autre action. Donc, ça, c'est au niveau, par exemple, de l'entretien différencié. On a aussi une différence pour les installations qui sont le mobilier, ça va pas être la même affaire que les végétaux, ou tout ce qui est lié aussi aux installations pour le drainage de la place. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est par rapport à l'entretien selon les saisons. C'est sûr qu'en hiver, avec toute la neige qu'on a, ce n'est pas la même façon de gérer qu'en été. Donc, dans le cas de la place, par exemple, un bon exemple, c'est que il va y avoir seulement 2 chemins qui vont être déneigés au niveau de la place. Puis, pour éviter tout problème pour la végétation et le système de drainage, c'est seulement une chenillette qui va passer sans sel de déglaçage, ce qui est mauvais pour les installations et aussi pour les plantes. Alors que, par exemple, la chaussée tout autour, les trottoirs, eux, vont être déneigés avec du sel de déglaçage. Donc, ça, c'est vraiment un exemple de différenciation pour l'hiver. Par exemple, en été, on va avoir plus d'arrosage pendant la sécheresse et moins nécessaire pendant des périodes moins chaudes. Donc, ça, c'est ce qui était au niveau de l'entretien vraiment plus particulier dans une place où on a de la gestion des eaux de pluie avec le type d'installation qu'on a. Pour terminer, donc notre dernière partie, ça va être sur les services rendus par la place des Fleurs de Macadam, nouvellement présente dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Donc, on a 6 grands services rendus. Premièrement, on a, non des moindres, une adaptation aux intempéries et aux changements climatiques. En effet, ça va permettre d'avoir une diminution des risques de débordement et d'inondation dont j'ai pu parler au tout début de la présentation. Et aussi, en fait, en ajoutant plus de végétation, il faut savoir que dans notre cas, c'est quand même presque 50% de la place qui est végétalisée, contrairement à avant. On va avoir une réduction des îlots de chaleur. C'est sûr qu'il va falloir attendre que les arbres qui viennent d'être plantés soient plus matures, mais ça a vraiment un impact important. Et en réduisant ces risques d'inondation, de débordement, on va faire des énormes économies parce qu'il faut savoir que quand on a des grosses crues comme on a eu en 2019 et qu'on a un endroit non adapté, ça coûte vraiment cher. C'était quand même 17 millions de dollars pour cette année-là. Ça allait en heures de temps de travail supplémentaires, en dommages aux réseaux souterrains, aux infrastructures, etc. Donc ça, c'est notre premier service. Notre deuxième service, c'est une protection et une mise en valeur de la biodiversité.
En effet, on a choisi vraiment une plantation de végétation indigène, abondante, mais surtout variée. Donc, on va avoir toutes les strates, végétales, on va avoir des vivaces, des arbustes et des arbres. Et ça va favoriser donc une plus grande biodiversité, surtout d'oiseaux, d'insectes et d'amphibiens. Puis au niveau des insectes, quand on parle des pollinisateurs, on sait à quel point ceux-ci sont importants pour les cultures humaines, donc les cultures humaines, d'où l'intérêt d'agir en leur faveur. Ensuite, les deux suivants. Donc, on va avoir une amélioration de la qualité de vie de la communauté. En créant ce nouveau lieu, on crée donc un espace de promenade, de détente, de jeu, de rencontre qui convient à toutes les générations, enfants, adultes et aînés. Et d'ailleurs, j'en ai pas encore parlé, mais on peut le voir sur le petit dessin ici. On a eu l'installation au courant de l'été d'une œuvre d'art suspendue, partiellement nuageux avec de fortes probabilités de wow par l'atelier En temps et lieu. Et c'est une installation en fait qui va s'adapter en fonction des prévisions météorologiques. Il va y avoir un éclairage, une couleur qui va changer. Puis on peut trouver à la place un panneau qui explique en fait les différentes couleurs du nuage. C'est vraiment beau à voir le soir. Ensuite, quatrième service, c'est de sensibiliser et d'éduquer tout le monde à la gestion écologique des eaux pluviales en rendant visibles ces installations, mais aussi en faisant d'autres activités connexes. D'abord, par exemple, à la place, on a un panneau qui a été installé pour parler du fonctionnement de la zone centrale avec les grosses pierres, comme j'ai pu présenter tantôt. On a aussi des communications de la ville qui sont faites. On a ce webinaire et un autre qui a été fait pour les employés de la ville. Dans le cas de mon organisme, on a aussi collaboré avec l'arrondissement à développer un carnet d'activités pour les familles des enfants de 6 à 12 ans où on parle du cycle urbain de l'eau versus du cycle naturel, de l'impact des changements climatiques, puis du cas particulier de la place avec à la fois des questions et des jeux. Et ces animations ont d'ailleurs aussi été données au courant du mois de juillet à la place, souvent les vendredis ou samedis. Ensuite, donc ça, c'est nos deux derniers services. Donc, on a un bienfait pour la santé, autant pour la santé physique que mentale. Donc, en luttant contre, en faisant des installations pour la gestion des eaux de pluie, on permet de lutter, de réduire les risques d'épidémie, en fait, de maladies d'origine hydrique, mais aussi la détresse psychologique qui découle des événements de surverse ou d'inondation. Au niveau des dépenses, c'est certain qu'on a une diminution assez importante parce qu'on combine plein de bénéfices ensemble et ça permet aussi d'optimiser du coup l'argent investi par la ville dans ces infrastructures. Il existe d'ailleurs maintenant des programmes de subvention, dont un offert par le service de l'eau de Montréal pour aider et contribuer à cet effort d'intégration de ces infrastructures vertes. C'est comme ça qu'on en parle maintenant. Donc, c'est ça. Ça, c'est pour ce qui était du dernier service rendu. Et ça met fin à ma présentation sur la place. Mais avant, je voudrais aussi dire qu'avec ce projet de place des fleurs de macadam, on a surtout une envie de montrer un exemple et donner envie et montrer à quel point ça peut être autant efficace pour la gestion de l'eau, mais aussi appréciable comme espace de résilience. Et on aimerait que ce type de projet, évidemment, ça soit transposé un peu partout dans l'agglomération de Montréal. Voilà. Parfait, merci. Oui, merci beaucoup, Margot, pour cette présentation. En fait, c'est ça le but du webinaire, c'est vraiment de vulgariser le plus possible les différents concepts, expliquer le fonctionnement et un peu aussi les aspects techniques reliés à la construction et la réalisation. Donc, j'espère apprécier. Et aussi, on a démystifié certains points, peut-être qu'ils ont un peu plus, qui étaient un peu plus mystérieux justement par rapport à ces genres de réalisations. Donc maintenant, on va passer à la période des questions. Je vais réactiver les micros juste pour ceux qui souhaitent prendre la parole ou simplement, si vous voulez, vous pouvez le faire aussi via le chat, juste poser vos questions ou via la fonctionnalité questions-réponses. Donc, c'est ça. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires. Là, on est là pour répondre. Oui, madame.
Mélanie? Oui, bonjour. Oui. Ben, je suis de l'équipe de Nid Paysage là, qui a participé au projet, puis je voudrais vous dire une belle félicitation pour avoir ben, comme fait une présentation qui rassemble vraiment tous les enjeux, puis aussi toutes les étapes du projet. J'ai présenté le projet, mais pas aussi bien que ça. Puis, ouais, c'est ça, peut-être faute de temps là, de me préparer, mais tu sais, vraiment, félicitations, là, c'est extraordinaire. Fait que, Merci je ne sais beaucoup. pas si j'ai des questions. Moi, j'aimerais avoir un petit peu, peut-être, si vous avez des échos de la perception, aussi ben, au point de vue municipal, de l'appréciation de la place, ça pourrait m'intéresser. Oui, bien sûr. Ben, déjà là, on reçoit beaucoup de commentaires positifs au fait, dans le fond, de la place, les nouveaux aménagements qui ont été faits, le mobilier aussi, les gens apprécient beaucoup, mais je dirais surtout, autre le fait de la nature pour laquelle a été construite, donc la gestion de l'eau, c'est aussi justement les jeux d'eau. Les gens ils apprécient, surtout les enfants, les familles, de voir et de pouvoir jouer justement avec cet élément-là qui comme Margot disait, on voulait le rendre plus comme une ressource, justement, on voulait le rendre visible. Les gens apprécient beaucoup ces installations. Puis aussi, au niveau de la végétation, je pense que la faune, un peu qu'on retrouve le matin, les petits oiseaux, aussi les guêpes, puis tout ça, là, c'est fou. Là, l'été, pour vrai, j'ai été plusieurs fois, puis c'est magnifique à chaque fois. Donc, je pense que c'est une belle réussite. Puis aussi, la vidéo qu'on a montrée sur les précipitations, je pense que ça démontre aussi le fonctionnement en fait de la place, ça marche très bien. Puis on s'aligne aussi pour faire justement un test d'inondation prochainement pour le tester de façon beaucoup plus scientifique, la performance hydraulique. Ça, Euh, c'est la ville qui va faire ces tests-là? oui, ben en fait la ville, le service de l'eau, puis ben, l'arrondissement, le service de l'eau, mais aussi un groupe de chercheurs universitaires, dans le fond, qui sont derrière ce projet. Donc, ils ont développé la méthodologie, le protocole et tout ça. Puis, on s'enligne, on est dans les préparatifs prochainement pour réaliser ce test. Donc, c'est aussi quelque chose de très intéressant de voir, pouvoir tester justement cette performance, puis d'avoir des résultats justement tangibles à ces sujets. Puis, Mais oui, c'est super intéressant. Puis, ben, nous autres, on aimerait ça, tu sais, être informés là, oui, bien sûr. des résultats de toute cette analyse-là. Effectivement. Oui, donc c'est sûr, vous allez voir passer dans le fond dans les fenêtres de l'arrondissement et tout ça. En fait, je parle plus pour les citoyens, vous allez pouvoir le voir passer. On va faire des communications à ce niveau-là pour vous informer la journée du test. Puis sinon, si vous êtes dans le quartier, bien, vous allez voir justement qu'on va être sur place. La place va être inondée pour des fins de recherche. Puis sinon, les partenaires avec qui on a fait affaire, c'est sûr qu'on va vous envoyer l'information, même l'invitation aussi, si jamais il y en a qui veulent assister, être présents lors du test. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui a posé une question. Ah, oui, c'est plus un commentaire. Donc, merci. On apprécie beaucoup vos commentaires aussi. Merci beaucoup, Margot, pour cette présentation très, très claire et efficace aussi. Là. Le but, c'était vraiment de rassembler, résumer le projet, puis d'aller rassembler justement toutes les étapes, comme Mélanie disait tantôt. Donc, c'est ça. Puis, pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard, sachez que la présentation, étant donné qu'elle a été enregistrée, on va la rendre disponible sur la chaîne YouTube de l'arrondissement très prochainement. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui se joint à nous. Mais c'est ça. Donc, comme je disais, la présentation va être disponible. Donc, soyez à l'affût. On va vous communiquer également quand elle sera disponible sur la chaîne YouTube pour que vous puissiez la voir à nouveau au complet. Donc, on était pas mal sur la fin. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, commentaires qui vous viennent en tête. Donc, il y a de plus en plus de projets, en fait, qui se font. On se fait beaucoup aussi approcher par les différentes villes ou arrondissements. Puis, il y a aussi les services de l'eau, en fait, qui nous épaulent beaucoup, justement, dans la réalisation, la conception, les différents aspects techniques.
Donc, ouais, c'est ça. Donc, ils sont en fait, c'est beaucoup d'experts derrière ce genre de réalisation, là. Donc, c'est ça. Merci à tous et à toutes. Donc, je pense qu'on va arrêter pour ce soir, si vous n'avez pas plus de questions. Sinon, je vous remercie encore une fois pour votre présence et votre écoute. Passez une belle soirée.